Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux de recevoir parmi nous Monsieur Claude Roels, professeur de philosophie, traducteur de textes de Goethe Helger, directeur du premier DU de formation, diplôme universitaire de formation civile et civique, créé en France en 2007 à 2008 à l'ECP, a été aussi, entre autres, professeur à l'Institut musulman de la Mosquée de Paris, avec M. Bernard Godard et à la demande du maire du Servan en 1993, a animé cette année une formation à la laïcité pour l'ensemble des services de la ville. Monsieur le professeur Claude Roels, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour monsieur et merci de m'accueillir dans votre émission. Le plaisir c'est pour nous et aussi nous tenons à vous remercier d'avoir accepté notre invitation un dimanche. Ça nous touche et notre objectif, comme on l'a bien expliqué à maintes reprises, c'est de faire un éclairage large et varié sur ce dossier de l'islam en Île-de-France, tantôt par des personnalités françaises, des instituts qui représentent des institutions françaises aussi, mais aussi des musulmans, d'ici d'ailleurs, marocains, algériens, tunisiens ou autres, pourquoi pas turcs, qui sont assez nombreux. Donc la question principale par rapport à ce jour et votre intervention consacrera ce qu'on appelle les imams républicains. Que représente pour vous imam républicain? Alors, l'expression est évidemment très belle puisqu'elle associe quelqu'un qui, dans sa religion, la religion musulmane, sert Dieu et les siens, et puis elle associe aussi évidemment ce beau mot de république qui, on l'oublie un peu trop souvent, veut dire quand même le bien commun et le bien de tous. Bon, donc ça c'est quelque chose de très beau. Alors évidemment, il est clair que l'attachement à la République française ne peut ni se décréter ni même encore moins plutôt être amené de force. Mais il est bien évident que par imam républicain, on entend déjà de façon très pratique et c'est quelque chose, un souhait que j'entends de la part d'imams et de responsables de mosquées de plus en plus souvent, un imam qui parle français. Et ça me semble la première chose à dire, c'est qu'il faut absolument que les imams parlent français. D'abord pour eux-mêmes, c'est un facteur d'intégration et surtout, mais ça vous le savez infiniment mieux que moi, pour leurs fidèles, puisque dans la plupart des mosquées, les jeunes auxquels ils s'adressent ne connaissent malheureusement pas l'arabe. Et donc, on arrive à ce paradoxe que le plus beau prêche dans le plus bel arabe et la langue la plus littéraire et religieuse possible, hélas, demeure lettre morte puisque personne ne le comprend ou presque. Donc, il est très très important, vous voyez, la première chose quand on dit imam républicain, la première chose c'est qu'un imam doit parler français. Et ça c'est quelque chose auquel tout le monde, je crois, est très attaché et qui devient de plus en plus important. Voilà. Donc le fil conducteur en communication. Oui, voilà. Donc, pouvez-vous nous faire un constat, s'il vous plaît, de la situation actuelle donnée et aussi nous donner un aperçu général sur les profils et les conditions des imams en France? D'où vient-il? Quel est leur niveau de formation?
comment devient-il imam? Alors, bon, là, il est clair que moi, je ne pourrais pas répondre pour l'aspect religieux, bien entendu, parce que je me place du point de vue de la laïcité et que vous connaissez bien mieux que moi les compétences que doivent avoir un imam. D'ailleurs, quand on parle d'imam, je crois que la première chose aussi à dire, et ça me vient à l'esprit, c'est que il faut pas se hâter de faire un parallèle parfois qui est fait un peu de façon paresseuse et parfois, hélas, avec de la mauvaise foi, entre imam et prêtre, puisque le prêtre intervient dans une hiérarchie donnée, etc. Or, vous savez comme moi que beaucoup d'imams dépendent de présidents d'associations qui dirigent la mosquée et que leur situation est parfois précaire et que là, il y a aussi de la part des musulmans de France un effort à faire pour que il y ait une plus grande, je dirais, solidité sociale des imams. Ça me semble déjà la première chose. Bon, maintenant, pour la formation, et je ne parlerai encore une fois évidemment pas de la formation religieuse, mais de la formation civile et civique, autant notre premier diplôme universitaire de formation à la laïcité avait été créé l'année 2007-2008 à l'ICP, autant maintenant nous avons la chance d'en avoir, je crois, 14 à l'heure où je vous parle sur l'ensemble du territoire français et même France d'outre-mer, puisqu'il y a un diplôme universitaire à Mayotte et un autre à La Réunion. Et là va s'ouvrir aussi à Toulouse, qui sera un diplôme universitaire à distance, qui permettra aux gens éloignés des grandes villes quand même de se former. Donc c'est une formation à la laïcité qui passe par bien sûr ce qui est nécessaire à connaître en droit, ce qui est nécessaire pour former et fonder une association, mais aussi il y a selon les DU, de la sociologie, du fait religieux des différentes religions. Il y a aussi de la philosophie ou des sciences humaines. Enfin bref, c'est une formation assez complète. Et je vous précise aussi, ça c'est très important pour les auditeurs, que depuis le début du mois de mai, un arrêté est tombé avec le décret disant que ce diplôme universitaire était maintenant obligatoire pour tous les aumôniers, quelle que soit d'ailleurs bien sûr leur confession, parce que là, la République ne choisit pas entre les confessions, mais pour tous les aumôniers, donc hospitaliers, les aumôniers de la pénitentiaire, les aumôniers militaires, les nouveaux aumôniers, bien sûr. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire aussi que vous voyez, nos choix, ce que je vous disais tout à l'heure, le rapport à la langue française sera évidemment pris en compte et le rapport aussi de la connaissance, au fond, avec la langue de ce qu'est la culture française, y compris donc d'une laïcité qui, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, n'est pas du tout opposée à quoi que ce soit, mais est d'abord un extraordinaire outil de liberté, un instrument de liberté, la loi de la laïcité, si on la lit correctement. Voilà, donc c'est ces petites précisions, vous voyez, que j'apporte très modestement. Ah oui, mais la question qui se pose, professeur, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de la formation civique citoyenne. Tandis qu'un imam, il doit avoir, comme vous l'avez bien évoqué, une formation religieuse. Bien sûr. La question qui se pose, est-ce que, en France, peut-on espérer une formation religieuse de l'islam pour un islam français? Alors, oui, je pense qu'on peut l'espérer. Là encore, ça dépasse évidemment le cadre de mes attributions, mais je crois que peu à peu, on y parvient, et encore une fois, sans, comment dirais-je, sans ni précipitation, ni forçage, on y parvient sagement, on y parvient sérieusement par justement ce travail des diplômes universitaires, mais aussi le travail d'associations. Je sais qu'il y a des associations et nous travaillons avec l'une d'entre elles qui s'appelle l'association OZES, H-O-Z-E-S en Seine-Saint-Denis, qui a par exemple créé des cours de français langue étrangère pour les imams, puisque nous le savons, et c'est une réalité, beaucoup d'imams qui se trouvent évidemment très bien au sein de leur communauté n'ont pas forcément fait beaucoup d'efforts pour parler le français ou pour améliorer leur français, et ils se trouvent maintenant évidemment confrontés à des jeunes générations qui ne les comprennent plus. Donc c'est très important que des imams, ou alors des imams nouvellement arrivés, aient la possibilité d'apprendre le français. Et par exemple,
je vois pour cette association, lorsque les imams de cette association ont leur diplôme de français langue étrangère, alors, eh bien, ils suivent le DU. Vous voyez, ça fait une continuité. L'essentiel, c'est aussi d'ouvrir des portes. Ça, c'est très important. Que personne ne se trouve, au fond, comment dirais-je, amené à rester chez soi ou à rester entre soi. C'est très important d'avoir la faculté de s'ouvrir, de voyager, même en France. Et ça, c'est très, très, très important, vraiment. Vous êtes une personne qui côtoie le monde musulman, hein, donc. Oh oui, quasi quotidiennement, voilà. oui. En ce moment, je vais à beaucoup d'iftar, pour ne rien vous cacher. La question qui se pose, les imams en poste actuellement, répondent-ils aux attentes et exigences de la communauté musulmane en France, au regard de ces réalités? Voilà. Alors là, il y a plusieurs types, évidemment, d'imams. Le problème qui se posait dans l'immédiat, c'était la question ce qu'on appelle les imams détachés, puisque vous savez que certains pays, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, ont des imams détachés. Et là, le problème qui se posait, c'était en quoi ces imams, qui sont, quant à leur fonction religieuse d'imam, tout à fait remarquable, il n'y a pas à en douter, mais la question ne se posait pas du point de vue religieux, mais du point de vue, naturellement, du rapport à la culture, à la langue, à la civilisation française. Et là, c'était quelque chose souvent qui faisait vraiment problème. Donc, je pense que les pays qui ont des imams détachés sont en train aussi de veiller à ce que les imams arrivent en France, pourvus quand même déjà des moyens qui leur permettront de bien s'adapter en France et de bien faire leur travail déjà d'imam en France. Et puis, ça c'est le premier point, les imams détachés. Puis alors il y a donc c'est la plupart des imams. Il faut évidemment éviter des imams qui viendraient de pays où le sens démocratique et républicain n'est pas, comment dirais-je, sans entrer dans une polémique quelconque, très développée ou en tout cas comparable aux nôtres. Et donc, il est bon que les imams qui sont français, qui vivent en France, qui ont leur famille en France, aient les moyens de suivre leur vocation d'imam, de faire leur travail, leur profession d'imam le mieux possible. Et pour ça, je crois que beaucoup de structures sont en train de se mettre en place. Et mine de rien, je vois qu'en une dizaine d'années, beaucoup de progrès quand même sur ce point ont été accomplis. J'ai conscience évidemment que tous ces progrès semblent bien peu à des gens qui légitimement sont exigeants, mais je peux vous dire qu'il y a quand même eu des progrès. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut dire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces difficultés? Parce que là on parle, c'est vrai, d'une matière un petit peu abstrait, mais par contre sur du réel, du concret. Alors, des difficultés, c'est déjà, encore une fois, et on revient toujours là, les difficultés, c'est les difficultés de s'adapter à la langue française, les difficultés de parler français, les difficultés même, je dirais, oui, de vivre à l'heure française. On a parfois l'impression c'est-à-dire on a parfois l'impression que certains imams, si j'ose dire, sont restés dans leur pays et on les comprend, puisqu'évidemment ils sont reconnus au sein d'une communauté et donc, ce qui veut dire, par exemple, au sein d'un quartier, au sein d'une ville, d'un village. C'est vrai que la tentation est forte de pas aller voir plus loin. Mais je crois qu'il faut balayer cette tentation parce que si l'imam ne fait pas l'effort et si nous-mêmes nous ne faisons pas l'effort de lui proposer des formations telles que ça peut l'aider à s'intégrer de mieux en mieux à la vie française, nous allons avoir des situations de blocage, des situations où des jeunes musulmans qui ne seront plus entendus à la mosquée ou qui n'auront plus l'impression de pouvoir dialoguer avec l'imam vont hélas se retourner vers ce qu'on appelle parfois les amants chers Google. Donc, vous voyez, c'est cela qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'imam en France soit en situation de dialoguer en français avec déjà les jeunes, mais les moins jeunes, mais naturellement les jeunes, parce que c'est l'avenir, les jeunes français musulmans auxquels il est confronté. Et puis, c'est très important, même pour
au-delà d'une communauté pour le pays que, ma foi, les imams soient exactement comme d'autres, comme les autres religieux, cadres religieux en France, et que tout cela se passe de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est à tout prix un communautarisme qui, autant aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, est souvent de mise, autant chez nous, le communautarisme, c'est au-delà de toute idéologie. Le communautarisme, c'est ce qui est à éviter parce que c'est ce qui referme les gens sur eux-mêmes. Ça, c'est terrible. Mais d'une manière plus pratique et plus simple, vous ne croyez pas que l'État peut exercer une sélection sur ces imams qui viennent d'ailleurs? Alors oui. Voilà. Alors voilà. Alors voilà. Vous voyez, quand je parlais de ces diplômes universitaires qui avaient été les 14 diplômes universitaires, donc qui ont été rendus obligatoires par ce décret du début mai, du début du mois de mai, ça c'est clairement une volonté de la République de dire que toute personne exerçant, alors là ça s'adresse pas évidemment aux imams, ça s'adresse aux aumôniers, je précise bien. Enfin, souvent les imams sont aussi aumôniers, et c'est très important parce que, encore une fois, l'État ne peut pas, vous voyez, compte tenu de la laïcité, c'est un peu le paradoxe, l'État ne peut pas intervenir sur la formation théologique ou religieuse de quelque religieux que ce soit la religion protestante, orthodoxe, catholique, juive, musulmane, etc. Voilà. Professeur, moi je ne parle pas de la formation, mais je parle de la sélection. Donc alors c'est oui, autre chose. Voilà. Alors pour les sélectionner, on peut déjà, parce que si le but aussi, pas le but, mais une des raisons d'être de ces diplômes universitaires, ça va être petit à petit de réduire le besoin d'imams, parce qu'ils vont être formés en France, et donc le problème des imams détachés petit à petit va disparaître, ou en tout cas va être quelque chose de marginal. Bon, mais la sélection, c'est compliqué parce que sélectionner un imam, on peut le sélectionner sur des critères, encore une fois, de compréhension de la laïcité, de compréhension de la vie française, mais encore une fois, on ne pourra jamais le sélectionner sur des critères purement religieux. Bien entendu, ce que j'entends. Mais moi, je parle sur ce volet civique et citoyen. Alors sur ce volet civique, bien sûr, là oui, mais là c'est en train, vous voyez, c'est effectivement en train. On fait des efforts, et là ça commence à porter ses fruits. Mais évidemment c'est lent. Mais encore une fois, par rapport à tout ce qui manquait, nous sommes en train, petit à petit, les uns les autres, de combler les manques. Bon, voilà, même si, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai une question qui est un petit peu que je viens de poser à un certain nombre de mes invités, mais j'aimerais bien avoir votre avis, vous, en tant que professeur universitaire et aussi qui est cette spécialité, de la formation civique et citoyenne. Vous ne croyez pas qu'on peut gagner plus de temps si on s'adresse à nous Français musulmans? Bien sûr. Ma réponse est oui, immédiatement. Évidemment. Et pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Là, vous posez une question qui dépasse largement mes... non, mais je suis en opinion, je ne cherche pas à avoir une... Pourquoi ça traîne, je ne saurais pas vous dire pourquoi ça traîne. Vous savez, il y a tellement un enchevêtrement de raisons dont les uns et les autres disent qu'elles sont bonnes, que d'autres trouvent mauvaises. Mais je suis moi-même le premier parfois étonné devant non seulement la lenteur de certaines dispositions, mais aussi devant le fait qu'on pourrait, non seulement on aurait pu, mais on pourrait aller, et on peut, au fond, aller plus vite. Et je crois que là, il y a j'aime pas parler d'urgence parce que ça a un côté parfois un peu alarmiste, mais au fond, il s'agit effectivement de nous presser un peu pour, ne serait-ce que pour avoir un imam paisible, apaisé, comme d'ailleurs le rapport aux autres religions. Bon, c'est la France. En France, on sait très bien que beaucoup de Français n'ont aucune religion, mais sont parfaitement respectueux des religions des autres. Que on peut avoir telle religion ou telle autre. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui
qui fait partie vraiment du paysage français auquel les Français sont très attachés. Et je crois que nos nouveaux imams, et là je pense, enfin, les imams en tout cas qui suivent les DU, en tout cas pour le nôtre, puisque nous avons non seulement des imams, mais nous avons aussi des séminaristes orthodoxes du patriarcat de Moscou. Nous avons des protestants, enfin nous avons des gens qui n'ont pas non plus de religion. Donc et tout ce petit monde, je peux vous dire, s'entend merveilleusement bien. Donc c'est le signe, vous voyez, que quand on veut se donner un petit peu les moyens, ma foi, les choses se passent bien. D'accord. Et c'est peut-être sur ce message optimiste, pour une fois, écoutez que je suis optimiste, profitons-en. je crois que c'est important c'est important de dire que vraiment, vous n'êtes pas tout seul, que nous essayons, chacun essaie d'aider au mieux, et que finalement, c'est l'ensemble de ces volontés politiques, au fond, au bon sens du terme, vont finir par porter leurs fruits. Eh bien, espérons-le. Donc, c'est tout le souhait que nous espérons. Hein. Donc, c'est que ça se réalise le plus rapidement possible parce que, comme je l'ai dit souvent, l'islam devient un élément électoral, mais aussi un élément à discuter sur la place publique. Tout à fait, oui. Il est temps que les choses se fassent dans les normes et que cet islam, comme les autres religions monothéistes, puisse avoir sa place. Bien sûr, tout à fait, évidemment, mais évidemment. Qui lui revient de droit. Alors, complètement, mais là je suis entièrement d'accord avec vous. Que pensez-vous des expériences en termes de formation des imams et notamment dans les pays musulmans francophones, le cas du Maroc, du Maroc, oui, tout à fait, oui, l'Algérie, oui. La Tunisie, mais malheureusement à moindre impact. Que pensez-vous de ces expériences et quel reflet peut y avoir sur la formation des imams ici en France? Alors, là, il y a effectivement, en général, ces initiatives sont bonnes. Maintenant, quel que soit le côté heureux de ces initiatives, que ce soit au Maroc, que ce soit l'effort aussi qu'a fait l'Algérie pour former ces imams détachés, quels que soient ces efforts, et y compris quand nous envoyons des imams, par exemple au Maroc, c'est très bien pour l'échange entre les deux pays, c'est très bien pour l'ouverture d'esprit des uns et des autres, mais encore une fois, il appartient à la République française et à ses citoyens, parce que le mot citoyen, hein, je crois, vous tient à cœur, et je ne peux que vous en féliciter. Il appartient donc aux imams français de se former en France et de développer au fond leur capacité, toute leur ferveur au profit du bien de tous. Enfin, et nous avons tous à y gagner. Bien entendu, et surtout cette formation qui existe maintenant dans quelques rares universités, hein, donc pourquoi pas qu'elle soit généralisée. Non, c'est encore très peu, mais je crois que peu à peu on va arriver, vous savez, à des parce que je vois que ces expériences se doublent d'expériences pour prévenir les phénomènes de radicalisation, et non en termes sécuritaires évidemment, mais en termes vraiment de prévention de la radicalisation au sens le plus général, le plus fort, pour éviter que tous ces drames que l'on connaît. Et donc là, je pense que beaucoup de municipalités, beaucoup même de préfectures, les préfets jouent un rôle fondamental dans dans travailler. C'est un rôle évidemment discret, puisque par nature, le rôle d'un haut fonctionnaire, d'un préfet, n'est pas évidemment de faire parler de soi, mais de faire son travail au mieux du bien public et de la République. Mais là, vraiment, vous voyez, il y a une conjugaison quand même je dirais, de force et de talent qui fait que on va y arriver. Voilà. Juste une dernière question, si vous le permettez. Je vous en prie. On a bien parlé des imams, on a bien parlé des aumôniers, mais y a-t-il possibilité à l'avenir, hein, je l'espère fortement, ces présidents d'associations culturelles? Ah, évidemment. Ah ben là, je peux vous dire que déjà, par exemple, dans des systèmes de bourses qui sont en train d'être mis au point, parce que on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi la Fondation pour l'Islam de France qui commence un petit peu à faire parler d'elle. Enfin, bon, oui. Voilà, exactement. Bon, il y a un système de bourse justement qui va être mis en place pour les musulmans, et on a bien précisé que c'était
pour les cadres religieux, c'est-à-dire imams et aumôniers, mais aussi pour les présidents d'associations. Et alors là, évidemment, c'est où il faudrait intervenir, et vous avez mille fois raison, c'est pour les présidents, par exemple, d'associations qui sont des associations qui président des mosquées, puisque souvent, c'est sur eux que repose au fond le choix de l'imam, qui repose le statut social de l'imam, et là, c'est très, très, très important. Oui, ça tout à fait. C'est très, très important il faut jamais négliger, si vous voulez, quand il y a une formation juridique, par exemple, dans un diplôme universitaire, il faut que cette formation, qui est souvent théorique, se double d'une formation pratique. Et nous, on a par exemple un de nos collègues Monsieur Garay, qui donc lui, en 14 heures, 2 séances de 7 heures, apprend à tous les étudiants comment au fond on monte une association, etc., etc. Et tout ça, c'est très très important. Vous voyez, ça c'est très important. Ah oui. Eh bien, écoutez, professeur, je tiens à vous remercier par rapport à cette contribution à notre émission dans le cadre d'éclairage sur l'islam en et de France. Et nous tenons à vous remercier infiniment, surtout d'avoir accepté notre invitation un dimanche, un jour de repos. On vous dit à très bientôt. Certainement, je serai amené, si vous l'acceptez bien, de vous rappeler. C'est un vrai plaisir. Et puisque vous parlez de remerciements, je terminerai avec une parole d'un poète qui fut aussi un grand résistant, qui s'appelle René Char, et qui disait « Dans mon pays, on remercie ». Permettez-moi de vous remercier aussi tout cœur de votre invitation. Eh ben, merci infiniment. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et j'espère bien que notre auditoire international puisse apprécier ces interventions de qualité, soit la vôtre, soit celle de M. Hakim El-Karoui, qui a parlé d'une manière républicaine sur ces musulmans de France et leur place dans cet islam de France. Je pense ça bouge, et ça bouge dans le bon sens. Espérons que ça va continuer, parce que il est temps que les choses changent, et il est temps que l'islam de France trouve sa place comme les autres religions monothéistes. Professeur, à très bientôt, et merci infiniment de cette acceptation. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.